Si on vous invite, Éric Coquerel, c'est parce que vous êtes l'un des personnages clés du dernier feuilleton de l'Assemblée sur les retraites. En tant que président de la Commission des finances, tous les projecteurs étaient braqués sur vous avec cette interrogation. Alliez-vous déclarer irrecevable la proposition de loi d'abrogation de cette réforme des retraites? Eh bien non, non, malgré les pressions. Ironie du sort, vous défendez la proposition d'un homme qui n'a pas approuvé votre nomination il y a un an. Charles de Courson s'y serait bien vu et lui comme d'autres doutait de vos compétences. Depuis, vous avez su convaincre à ce poste crucial, d'ordinaire confié à une personnalité modérée. Vous êtes même reconnu par vos opposants. Je trouve qu'il s'est bien mis dans son habit de président. Il est courtois, respectueux, je dirais, à la fois de manière collective vis-à-vis des groupes politiques et également de manière individuelle, assez attentionné finalement aux députés, aux membres de la Commission des finances. Comme président de la Commission des finances, écoutez, il me paraît juste, équilibré et juste. Drôle de destin pour un homme qui a été anard à l'adolescence, puis trotskiste pendant vos années étudiantes, pendant 15 ans à la Ligue communiste révolutionnaire, avant votre rencontre avec Jean-Luc Mélenchon en 2008. Député depuis 2017, vos engagements restent intacts. Modéré sur la forme, mais radical, intransigeant sur le fond. Défenseur des classes populaires, des quartiers, l'un des premiers de votre parti à lutter contre l'islamophobie. Aujourd'hui, vous voilà sur un siège éjectable. Le fait d'avoir validé la proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites a provoqué le courroux de la majorité. Une fois qu'on occupe la fonction, on se respecte. Et ce qui va bien, c'est que là, il a piétiné sa fonction en faisant cela. J'ai rien contre l'homme en particulier. C'est simplement, voilà, il fait passer ses convictions politiques avant l'intérêt général de l'institution, et ça, je ne l'accepte pas. Vous pourriez ne pas être renouvelé à la tête de la Commission des finances en octobre. Alors on a une question pour vous, Éric Coquerel. Vous sentez-vous vraiment menacé? Réponse. Certains me menacent en tout cas. Mais j'ai remarqué pour l'instant, en tout cas, j'ai le plaisir de voir qu'aucun commissaire des finances, quel qu'il soit, n'a professé ce genre de menace. C'est vrai qu'en général, les reconductions sont tacites. Oui. Tous les postes clés à l'Assemblée vont être renouvelés. C'est le cas chaque année. Cette fois-ci, il pourrait y avoir un vote. Ce serait une première. Vous me direz, cette majorité fait beaucoup de premières, inédites. Mais ça voudrait dire plusieurs choses. Ça voudrait dire déjà que il faudrait trouver une autre opposition qui ait envie de jouer un rôle de... Pardonnez-moi l'expression, d'opposition croupion, c'est-à-dire être l'opposition qui va bien à la majorité. C'est pas à ça que ça sert un président de la Commission des finances. Bon. Et puis il faudrait aussi que la majorité vote, ce qui n'a jamais été fait. Parce que si c'est pas le cas, il y aura le même vote que la dernière fois, s'ils veulent un vote, et je serai de nouveau élu. J'ai même l'impression, à écouter certains, qu'il y a une reconnaissance un peu plus générale Absolument, de mon rôle de président. C'est très notable. Il faut dire une chose, c'est qu'il y a quelques temps, vous auriez fait le même reportage, je pense que vous n'auriez trouvé aucune critique. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que simplement, je n'ai pas voulu accepter les desiderata de la majorité sur quelque chose que j'estimais injuste, c'est-à-dire de déclarer irrecevable une proposition de loi dont la jurisprudence faisait qu'elle devait l'être. Elle devait être recevable. Et on a bien compris que vous l'assumez, vous ne le regrettez pas. Je l'assume, mais donc il faut, ça renvoie à quelque chose. Je pense que, je parle très sérieusement, je pense que la majorité est arrivée à un moment où il faut qu'elle accepte qu'il y ait des oppositions. Voilà, il faut qu'elle accepte que des gens ne soient pas d'accord avec elle. Et donc, en l'occurrence, un président de la Commission des finances, c'est le seul. Il n'y a pas d'autre président qui soit de l'opposition, parce que c'est un contre-pouvoir, ce qui a d'ailleurs voulu. Mais vous y croyez? On a l'impression que vous êtes sceptique sur le fait même d'intégrer qu'elle n'a pas la majorité absolue. Ben non, elle ne l'a pas. Mais vous le voyez bien. Vous dites qu'il faut qu'elle accepte. Est-ce qu'elle est capable de le faire, à vos yeux? Écoutez, on verra bien. Moi, ce que je sais, c'est que tout le monde n'entonne pas le même discours. J'ai entendu quand même. Dans la Macronie, tout le monde ne dit pas la même chose. Donc j'espère qu'il ne va pas y avoir d'autres lignes rouges de franchies. Mais je vous dis, encore faudrait-il trouver une opposition qui accepte de jouer ce rôle-là, et je ne suis pas du tout sûr de ce résultat. Donc je regarde ça, on verra bien. Bon, on verra bien. En tout cas, la règle, elle est dans le règlement de l'Assemblée. Elle revient, cette présidence de Commission des finances, à l'opposition. Et ça ne va pas changer. Pour vous, ça a changé quoi d'être président de commission? C'est une commission absolument stratégique, elle est très puissante. Vous regardez les budgets, mais pas seulement. C'est plus compliqué qu'être dans l'opposition, clairement? Ah, c'est plus riche.
Voilà, parce que ça me permet... C'est une commission qui est intéressante parce qu'on touche à tout, en fait. Et on touche absolument à tous les sujets, puisque tout est financier. Donc du coup, on peut développer déjà des connaissances, des pratiques, une connaissance aussi de ce qu'il faut faire en termes financiers, économiques et autres. Bon, j'avais déjà un bon bagage quand même, parce que je suis un militant politique depuis très longtemps, donc être militant politique, vous intéressez à l'économie. Mais c'est clair que ça m'a permis de m'enrichir. Mais vous aimez et puis ça. C'est bien. Non, mais en plus, je suis naturel comme ça. Vous savez, moi, je viens du rugby, etc. J'aime bien le collectif. Et c'est vrai que c'est aussi un plaisir d'essayer de, à la fois, mettre ma marque. Alors ma marque, ça passe par exemple par rapport à des gens que j'auditionne, qui sont peut-être... Justement, un moment qui vous a marqué dans ces 1 an de commission, s'il devait y en avoir un. J'en ai plusieurs. J'ai fait en sorte qu'il y ait par exemple, une mission spéciale. Vous savez, il y a des missions qui sont définies par budget et qui sont données à des rapporteurs spéciaux. Et j'en ai proposé une pour Charlotte Leduc sur l'évasion fiscale. Bon, ça c'est quelque chose qui est un peu ma patte, c'est-à-dire que maintenant il y a quelqu'un qui tous les ans travaille là-dessus. Et puis c'est aussi le fait de donner par exemple à des commissaires spéciaux le soin d'avoir des cartes blanches. Ils invitent qui ils veulent pour parler de sujets. Alors c'est des sujets très différents, ça peut venir les bailleurs sociaux, d'autres c'était sur l'économie de montagne, etc. Et puis enfin, là par exemple on va auditionner Pisani-Ferry dans peu de temps, la présidente de France Télévisions qui m'a dit il y a des problèmes de budget. Donc j'essaye de diversifier les gens que nous auditionnons. Voilà, c'est aussi, et puis il y a aussi les autoroutes où je me suis un peu débrouillé pour que le dossier révélé par les canards enchaînés monte un peu en puissance sur la façon dont les concessionnaires d'autoroutes avaient largement profité de la privatisation, et j'ai vu que ça avançait. Donc, vous voyez, c'est aussi ce genre de dossier. Oui, donc vous pesez. Il y a un impact, on le sent. À regarder de près les budgets, les réformes de ce gouvernement, est-ce que vous rejetez tout en bloc de la politique économique d'Emmanuel Macron? Les chiffres de l'emploi sont tombés ce matin et ils sont encore bons. C'est l'INSEE, plus 0,3%. C'est le 9e trimestre en hausse. C'est pas rien d'avoir fait vraiment baisser le chômage, non? Oui, alors il faut regarder un peu plus précisément. C'est pas pour vous l'année, mais je vois aussi qu'on est dans la 6e puissance économique au monde et on a un record de pauvreté comme on n'a jamais eu. J'observe aussi ce que disent les statisticiens sur le chômage. Par exemple, aujourd'hui, malheureusement, ceux qui sortent du chômage, c'est plus des gens qui se désinscrivent, mais qui ne sont plus sur le marché de l'emploi, plutôt que des gens qui cherchent un emploi. C'est aussi le fait que, par exemple, depuis maintenant 1 an, on a changé les statistiques. On compte les gens qui sont en apprentissage. Oui. Et vous savez que l'apprentissage est une politique massive qu'a voulu ce gouvernement, à mon avis, au détriment des lycées professionnels, mais c'est une autre question. Il y a quand même plus de 90 000 postes en 3 mois. Plus de la moitié des emplois créés le sont directement au CDI. Ça change. L'emploi industriel aussi repart. Donc l'emploi industriel, tout n'est pas à mettre à la poubelle. Oui, il a retrouvé le niveau de 2015. Oui. Non, je dis ça parce que on a comme ça des annonces de chiffres qui ne correspondent pas à la situation économique du pays, d'accord. Ce qu'il y a aussi, c'est un pouvoir d'achat en berne et des salaires qui ne suivent pas l'inflation, ce qui fait que les gens ont de plus en plus de mal. Ce qu'il y a aussi, c'est une crise de logement absolument sans précédent qui est en train d'exploser. Une crise de nos services publics. Sur l'emploi, c'est pas tout zéro pointé. Non, je n'arracherai pas ça de vous. Bon an, mal an, non mais je vais vous répondre parce qu'il faut avoir des réponses précises. Bon an, mal an, notre économie, elle crée 250 à 260 000 emplois par an. Bon. Des emplois, ça peut être quelques heures par semaine, d'après l'INSEE. Donc je trouve que le bilan, d'abord, il n'est pas meilleur que d'autres pays européens et il n'est pas aussi mirifique que le dit le gouvernement. Et je crains, d'après ce que dit aussi l'INSEE, que l'avenir soit moins rose que ne le prétend le gouvernement et Emmanuel Macron. Parlons un peu de la France insoumise, votre mouvement, vous, le fidèle d'entre les fidèles de Jean-Luc Mélenchon. Vous faites partie de ces insoumis qui ont été écartés de la coordination du mouvement. Vous l'avez bien vécu, ça? Bon, j'ai dit ce que j'avais à dire à ce moment-là, et puis... c'est derrière vous? Oui, parce que je me concentre sur des questions qui me semblent plus importantes. Je ne dis pas que les questions d'organisation, de démocratie ne le sont pas, ça m'intéresse, mais moi, j'ai toujours fait le choix oui, mais vous êtes concentré sur l'Assemblée. De travailler en interne et de dire en interne ce que je pense. N'empêche que Jean-Luc Mélenchon, à l'Assemblée, il intervient. Oui, ça, c'est pas rien. Je finis juste. C'est vrai que, par exemple, si on regarde aujourd'hui, je préfère concentrer mon temps sur la question de m'opposer à la réforme des retraites, etc., qu'à la vie interne de France Insoumise. C'est pas que je m'en préoccupe pas, c'est que je suis obligé de hiérarchiser parce que j'ai qu'une vie. Je comprends tout à fait, et c'est là que ça se passe aujourd'hui. L'Assemblée est au cœur du pouvoir désormais. Mais il intervient beaucoup dans cette vie parlementaire sans siéger. Jean-Luc Mélenchon, on se souvient de son fameux tweet sur l'article 7, la volonté de continuer à vous faire entendre, la colère, certains diront l'obstruction. Franchement,
Vous vivez bien ça? Ça vous met pas mal à l'aise? Jean-Luc intervienne? Ah oui, je le vis très bien, j'ai pas de problème. C'est pas un problème. On sent qu'il y a quand même des différences de stratégie au moment de l'article 7. Il peut y avoir des débats, bien évidemment. Bien évidemment. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais c'est normal. On est un mouvement avec 75 députés, très certainement le plus gros mouvement politique de ce pays en termes de nombre d'adhérents. Donc fort heureusement, vous voudriez quoi? Qu'on soit tous alignés, qu'on n'ait pas de discussion. Mais on les a, des divergences entre les députés élus. Vous savez, dans notre groupe, par exemple, qu'ils pèsent de l'extérieur, c'est dans notre groupe, je vais répondre. Dans notre groupe, nous votons, donc c'est bien. Voilà, qu'on n'ait pas forcément le même avis. Et puis après, on fait des bilans. Il y a une ligne qui à certains moments, l'emporte. Enfin, souvent, c'est uniquement tactique, c'est pas des grandes questions stratégiques. Moi, je veux dire, c'est l'inverse qui me poserait problème. Bon. Et quant à Jean-Luc, moi, je l'ai toujours dit, je continue à considérer que Jean-Luc, aujourd'hui, est notre leader. Voilà. Il est le leader de France Insoumise, même s'il s'est mis avec un pas de côté, mais n'empêche, pour l'instant, c'est lui qui, d'un point de vue stratégique, programmatique et tribunicien, continue à nous représenter le plus fortement possible. Et en plus, c'est mon ami. Diriger voilà. Donc, tout ça fait que, non, ça ne me dérange pas que Jean-Luc Mélenchon intervienne, ce qui ne m'empêche pas, y compris quand des fois je peux avoir des différences, eh bien, de le défendre dans les réunions de groupe et autres. Et c'est pas pour ça qu'il m'en veut. Donc, il aura, je ne sais plus exactement, mais 75 ans en 2027. Oui, et donc est-ce qu'il est temps de passer la main? Il verra. Est-ce que vous souhaitez qu'il soit candidat? Moi, j'ai dit que là, aujourd'hui, si les élections présidentielles arrivaient maintenant, parce que lui-même met la question du temps, la question de notre finitude, quelque part dans la balance, dans ce qu'il pourra être fait. Mais si c'était aujourd'hui, je pense que ça serait notre meilleur candidat. Et pas un François Ruffin? C'est pas la relève? Non, vous m'avez dit aujourd'hui, je vous dis ça. On verra bien ce que dira Jean-Luc dans les mois à venir. Quelles seront, il le dit lui-même, quelles seront les circonstances. Très bien. Et puis après, c'est parfait. Parce que figurez-vous, nous sommes plusieurs. François Lay, le soutenir, il travaille, il écrit des livres, il fait des propositions. On verra bien. Moi, je vais vous dire une chose. J'apprécie beaucoup François. On a des discussions, des fois on n'est pas toujours d'accord, mais c'est parfait. Je trouve que c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui justement, comme ça, monte en gamme. Il y en a d'autres. On est plusieurs à le faire, je pense. D'ailleurs, vous me parlez. Je pense qu'on est plusieurs à monter en gamme. C'est parfait. Il faudra un seul candidat, vous pensez, de toute la gauche mais moi, je vais vous dire, en 2027, pour c'est terminer. Ce que je crois. Voilà, je termine là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, là, ce qui me paraît le plus important pour gagner en 2027, c'est le fait que la NUPES continue à être ensemble sur un programme de rupture. Parce que c'est ça, la NUPES, c'est pas seulement unité, c'est sur un programme de rupture. Elle est en train de rompre sur les européennes. Vous avez trouvé aujourd'hui que nous rompions à l'Assemblée nationale? Pas à l'Assemblée, mais on voit que vous êtes chacun de votre côté pour les élections. C'est l'Assemblée, puisque c'était des élections législatives. Et ça marche drôlement bien, l'Assemblée. Vous nous avez vu faire un serment aujourd'hui, dire que nous abrogerons la réforme, cette réforme, et que nous reviendrons vers la retraite à 60 ans. Donc nous disons des choses ensemble. Moi, j'ai bon espoir. Et en tout cas, je crois que c'est nécessaire, parce que c'est la condition pour pouvoir remporter ces élections. Et si on est ensemble, on pourra l'emporter. Et dans ces cas-là, viendra le temps de savoir lequel peut porter ce projet commun. Les idées avant le leadership, c'est un vieux classique. Voilà. Merci. C'est bien d'avoir le programme avant. C'est ce qu'on dit toujours en politique. En 2012 et en 2017 et en 2022.